Bonjour à tous, je reçois Théodore Zadi-Niania, président de la centrale syndicale Plateforme des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire. Théodore Zadi-Niania, bonjour. Bonjour. Alors, l'un de vos faits d'armes a été la grève historique de 3 semaines en 2017, on s'en souvient tous. Une grève générale qui a paralysé toute la Côte d'Ivoire, mais on doit reconnaître aussi votre rôle dans la réussite du dialogue social avec le gouvernement et qui a abouti à 2 trêves sociales, et 2 trêves sociales d'ailleurs qui ont porté bien des fruits, même s'il y a encore des combats à mener. Un dialogue social dont vous n'arrêtez pas de vendre le mérite. Alors, est-ce que le syndicaliste intransigeant que vous êtes est devenu un syndicaliste mou, voire lisse, parce que parfois vous êtes très laudateur vis-à-vis du pouvoir en place? Oh, vous savez, hein, le mouvement syndical ivoirien a connu plusieurs moments d'évolution. Et nous autres syndicalistes, nous sommes formés dans ce mouvement et savons comment approcher les moments et savons identifier à quel moment mettre la pression et à quel autre moment, n'est-ce pas, jouer bas. C'est un peu cela. Ce n'est pas toujours compris par beaucoup de nos camarades, mais ce que nous visons, ce sont les résultats. Et donc, pour ce que vous venez de dire, beaucoup peuvent croire que Nyanya Zadi a changé, mais en réalité, Nyanya Zadi n'a pas changé. Nyanya Zadi sait utiliser la pression. En 2017, nous n'avions pas de porte de sortie. Nous n'avions pas d'interlocuteurs qui voulaient discuter avec nous. Toutes les portes nous étaient fermées. Nous sommes allés en grève pour ouvrir les portes. Et ayant ouvert les portes, nous avons discuté, nous avons abouti, n'est-ce pas, à un résultat que nous saluons aujourd'hui. Cette année, le gouvernement lui-même a pris l'initiative déjà, quand nous l'avons interpellé pour dire qu'est-ce que nous faisons au moment où nous sommes à la fin de la trêve sociale de 5 ans. Le gouvernement lui-même a créé les conditions de la discussion, a dressé la table et a invité... Parce que c'est à son avantage aussi. Oui, oui, bien sûr, mais nous aussi, à notre avantage, nous avons su saisir cette main et avons discuté pour aboutir au résultat. Notre rôle en tant qu'acteur social, c'est de saluer ça. Parce que dans le dialogue social, un élément important, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, de ce qui a été fait et bien fait. De sorte que vous ouvrez les portes pour d'autres, n'est-ce pas, gains demain. Quand vous savez être reconnaissant et savoir saluer les acquis du moment. C'est ce que nous faisons. Et ça fait partie, n'est-ce pas, des stratégies, n'est-ce pas, de lutte et de dialogue social. Alors, l'un des acquis a été cette prime exceptionnelle instaurée par l'État de Côte d'Ivoire pour les fonctionnaires. Je précise que cette prime équivaut au tiers de leur salaire de base. Tout à fait. Alors, là, c'était en fin d'année que cela a été annoncé. Ça a pris déjà effet? Tout à fait. Est-ce que c'est déjà réglé? C'est déjà payé pour cette année, pour la première année, depuis le 3 janvier 2023. Le gouvernement a payé plus de 23 milliards aux fonctionnaires ivoiriens en activité, et y compris les forces de défense et de sécurité. Donc ça nous fait une cagnotte d'autour de 26 milliards qui ont été décaissés et payés à l'ensemble des travailleurs. Plus de 300 000 fonctionnaires et agents de l'État ont été payés effectivement au tiers de leur salaire de base. Mais je voudrais indiquer que nous saluons particulièrement cette mesure parce que c'est un fait d'armes de la plateforme nationale. Mais pourtant, on vous demandiez un mois plein, un 13e mois plein. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, la négociation... On n'en avait eu que le quart. Hein. C'est cela, la négociation, c'est cela. Vous allez toujours avec une base de données et vous en sortez avec un compromis. C'est le compromis qui est là. Le compromis, ça a été déjà de renoncer au terme du 13e mois, ce qui gênait un peu le gouvernement, parce qu'aucun texte au niveau de la fonction publique ne prévoyait que les fonctionnaires aient un 13e mois, ce qui est le cas au privé. Donc nous avons accepté de réformer cette demande en une prime exceptionnelle de fin d'année. Et le gouvernement donc a accédé à cela en donnant déjà le tiers. Pour nous, le combat continue pour que nous atteignions le sommet, le plein pot que nous souhaitons en réalité. Donc il fallait déjà avoir, n'est-ce pas, une acceptation du gouvernement de cette demande qui ne reposait sur rien. Et puis deuxièmement, faire en sorte qu'un texte soit pris. Un décret existe aujourd'hui qui instaure, n'est-ce pas, cette prime exceptionnelle. Cela fait de cet acquis un acquis irréversible, inébranlable et inaliénable. Et pour le syndicalisme que nous sommes, un nouveau droit est toujours un acquis à saluer comme il le faut. Parce qu'à partir de ce moment-là, les autres luttes permettront, n'est-ce pas, de voir cette prime augmenter et aller, n'est-ce pas, au plus haut. Est-ce le cas
dans d'autres pays africains. C'est cela. Est-ce que dans la fonction publique a droit à un 13e mois ou presque justement, un 13e mois? Le gouvernement a fait l'enquête parce que ça fait 4 ans que la plateforme réclame ce 13e mois et nous avons communiqué suffisamment autour de la question avec une mobilisation des fonctionnaires. Le gouvernement a pris le temps de s'informer aussi pour voir si cela existait. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas trouvé les éléments qu'ils nous ont demandé de reformer, n'est-ce pas, cette demande pour qu'elle puisse être acceptée par le gouvernement. Donc, ça n'existe pas. Et j'étais d'ailleurs au Maroc, dernièrement, dans une conférence internationale des syndicats d'Afrique et d'Asie, et nous avons présenté l'exemple ivoirien avec, n'est-ce pas, ce acquis-là, qui a été salué par l'ensemble des pays. Et d'ailleurs, ces pays souhaitent, n'est-ce pas, faire la même chose chez eux. Donc, ça, c'est déjà important pour nous. Mais ce qui est curieux, c'est que tout ça arrive quand même en pleine crise. Hein. Oui, mais le gouvernement... Mais comment le comprendre, ça? Parce que... oui, mais la crise impacte sur la vie des citoyens. Et vous savez que le fonctionnaire a un rôle central dans le ruissellement de la solidarité. En même temps, ils ne sont qu'environ 300 000 oui. Et il y a près de 30 millions d'Ivoiriens. Tout à fait. Mais si vous connaissez l'historique du fonctionnariat en Côte d'Ivoire et du rôle central des fonctionnaires dans l'ensemble de la société ivoirienne, vous comprendrez que quoique 300 000, ils impactent pratiquement l'ensemble de la société. Tout Ivoirien a un parent fonctionnaire. Et quand on améliore les conditions sociales du fonctionnaire, cela touche effectivement au niveau de la solidarité l'ensemble des populations. Donc, c'est pourquoi cette mesure a été saluée par l'ensemble des Ivoiriens, quoique n'étant pas forcément fonctionnaire. Parce que la répartition chez le fonctionnaire va jusqu'au village. Le fonctionnaire, je dirais souvent, l'assurance maladie universelle pour des populations entières qui n'ont aucune couverture et joue sur la solidarité nationale. A un rôle, le fonctionnaire est présent là où l'État n'est pas. Donc, c'est une très bonne chose. Nous souhaitons que cela s'élargisse sur l'ensemble de la population, avec d'autres leviers, mais pour le moment, le faisant pour une bonne partie de la population, dont le rôle est pivot dans l'ensemble de l'administration et qui est en contact avec, n'est-ce pas, les populations au quotidien, c'est à saluer. Alors, la trêve sociale, oui. C'est bien. Oui. Cela vous a permis d'obtenir de grands acquis pour l'ensemble des fonctionnaires. Tout à fait. C'est vraiment positif. C'est ça. Mais est-ce que c'est bon pour la démocratie syndicale? Vous savez, il faut savoir à quoi sert le syndicalisme. Parce que dans l'évolution de l'histoire du syndicalisme, depuis... Parce que des syndicats qui ne revendiquent plus... Oui. Non, tout dépend de... véritablement les syndicats continuent de revendiquer. Seulement, ils ont mis entre parenthèses, pour un moment, leur arme redoutable qu'est la grève. C'est ça un peu. C'est un moment où nous nous accordons sur le fait qu'il faut éviter, de la part du gouvernement, d'utiliser les moyens de pression administratifs, juridiques ou policiers. Et nous, autres syndicalistes, nous acceptons de mettre entre parenthèses la grève, qui est notre moyen de dernier recours. Et nous privilégions ce qui est finalement le socle du syndicalisme, le dialogue social. Et nous continuons à revendiquer. Nous continuons à la preuve, il y aura de nouvelles discussions. Mais ces accords-là nous donnent également, au-delà de l'argent qui est injecté dans la poche des fonctionnaires, nous créons des cadres de discussion permanents dans lesquels nous nous retrouvons au quotidien. C'est vrai que la population ne verra plus forcément dans ces périodes-là les grèves que certains veulent voir, mais les acquis vont continuer à surgir et à venir parce que les discussions continuent sur les préoccupations qui sont là et qui n'ont pas été abandonnées. C'est lorsque les préoccupations sont abandonnées qu'on peut dire que le syndicalisme, n'est-ce pas, n'existe plus. Très bien. Il y a 4 ans, quand je vous recevais, on faisait déjà le bilan de l'an 1. Tout à fait. De la première saison de la trêve sociale. C'est ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, vous me disiez qu'il y avait un organe de régulation, un comité de régulation qui devrait être mis en place. Tout à fait. J'imagine que cet organe a été mis en place. Été mis à la primature. Est-ce que son action aujourd'hui est efficace, justement, comme vous l'auriez souhaité? Non, justement, ça je le dis parce que le comité de suivi de la trêve sociale, oui, le comité de suivi, pas de régulation, voilà, le comité de suivi de la trêve sociale qui était logé à la primature, nous avons estimé que ce comité n'a pas joué son rôle véritable que nous voyions, n'est-ce pas, que nous avions espéré. Et c'était quoi ce rôle que vous espériez? Ce rôle, c'était justement de continuer à travailler sur les préoccupations, parce que pour nous, la trêve sociale ne mettait pas fin aux préoccupations des fonctionnaires. Donc il y avait déjà une différence de lecture entre nous et le gouvernement, qui voyait donc la trêve sociale comme la fin des revendications. Maintenant vous la fermez. Voilà, et maintenant vous la fermez, ce qui n'était pas le cas. Pour nous, c'était plutôt créer les conditions minimales
d'une paix sociale pour qu'on discute sereinement. Et ce comité-là, bien qu'ayant travaillé tout le temps, est resté là à ne pas jouer ce rôle véritable. Nous avons tiré les leçons parce qu'avant d'aller à la nouvelle trêve, nous avons fait le bilan de justement la première trêve sociale et nous avons noté que ce comité, il fallait le réformer, ce qui va être fait. Mais à côté de ce comité, il devait être institué des comités sectoriels de discussion dans tous les ministères techniques. Et cela a été fait aujourd'hui par décret. Ça veut dire qu'au niveau, ça a été relevé au niveau présidentiel, obligeant aujourd'hui tous les ministres techniques à instituer dans leur ministère technique des comités de dialogue social pour faire face aux préoccupations. En clair, le gouvernement est vraiment à l'écoute de vos revendications. Oui, mais enfin, je veux dire qu'il n'a pas le choix. Parce que contrairement à ce qu'on veut faire croire, notre lutte de 2017 continue de donner des fruits. En réalité, c'est-à-dire qu'il a fallu bloquer tout le pays. C'est ça, le gouvernement a vu notre capacité et ne veut plus revivre cette situation. Et donc prend les devants pour, n'est-ce pas, créer les conditions que nous avons nous-mêmes demandées. Et c'est tant mieux pour Et c'est tant mieux pour tout le monde, parce que le fonctionnaire, qu'est-ce qu'il demande? Il veut voir, il veut travailler correctement, il voit ses conditions s'améliorer. Et c'est ce qui se fait. Donc, aujourd'hui, nous avons des comités de discussion au plan sectoriel et tous les ministres ont pour mission de mettre ces comités en place au plus tard fin mars. Et déjà le 21 prochain, le ministère de l'Éducation, qui a le plus grand contingent, installe son comité sectoriel de discussion qui va regarder les 400 revendications qui ont été identifiées dans l'ensemble de l'administration sectorielle. Vous voyez que nous avons traité seulement 13 revendications au niveau transversal. Nous avons eu un accord qui touche l'ensemble des fonctionnaires du coup. Il nous reste des revendications sectorielles qui touchent de façon nette les fonctionnaires dans leur secteur. Et il y en a plus de 400. Et il est demandé donc au ministère de traiter ces points-là maintenant à travers des discussions sectorielles. C'est ce qui va se faire. Donc nous avons gagné en influence. Le Sénégal ivoirien a gagné en influence, en importance, et aujourd'hui a amené le gouvernement à créer... Et aussi en maturité. En maturité, parce que ça, aujourd'hui, j'ai suivi hier une télévision camerounaise qui prenait l'exemple ivoirien et qui demandait au Cameroun de faire la même chose. Donc je pense que nous sommes un exemple qu'il faut saluer. Alors, maintenant nous allons reparler globalement de tous ces acquis. Bon, parmi les acquis, il y a le fameux stock. Le stock des arriérés, mais aussi d'autres acquis majeurs. On peut s'en féliciter. Oui. Alors, s'il y en a 3 acquis importants, vous en aviez parlé un peu tout à l'heure, lesquels on pourrait retenir? Donc déjà, pour la première phase du dialogue social de 2017-2022, nous avons le stock des arriérés, le fameux stock de 248 milliards, qui a été apuré pratiquement, parce que nous avons signé un accord à payer sur 8 ans. Bon, il y a eu une levée de bois vert à cette époque pour dire que c'était long, mais aujourd'hui, pratiquement la majorité, les 160, les 120 000, avant même cette échéance. Voilà, les 120 000 fonctionnaires concernés, il n'en reste que 15 000 qui vont être payés sur les 2 ans. On a même réduit de 8 à 7 ans. Et cette année même, beaucoup vont sortir. Donc la majorité des fonctionnaires a déjà perçu son dû. Les gens ont eu jusqu'à 20 millions de francs CFA en une seule fois, comme gain. Ah oui, grâce au stock, grâce au travail que nous avons fait. Tous les retraités qui avaient un stock ont été payés en une seule fois. On va parler des retraités tout à l'heure. Voilà, tout cela. Donc ça, c'est une grande victoire. Ensuite, autre élément important, la retraite. Nous avons réussi à réformer la réforme et à instituer une loi aujourd'hui qui a amélioré tant soit peu les pensions de retraite. Beaucoup reste à faire sur ce terrain. Vous voulez parler de la complémentaire? Non, je parle plutôt de la loi, la loi de 2012 qui avait réduit les pensions. Tout à fait. Lorsque nous avons fait la grève, l'État a accepté de revoir un certain nombre de points, notamment le calcul de la pension, et a réinstitué les acquis sociaux pour les veuves qui devaient, n'est-ce pas, parcourir un chemin avant de bénéficier de leur pension. On a réinstitué le capital d'essai pour le fonctionnaire décédé avant terme, etc., etc. Tout ça est payé aujourd'hui grâce à la lutte. Et c'est important pour nous. Ensuite, pour 2022-2027, nous avons arraché à l'État plus de 1250 milliards sur 5 ans qui sont engagés à payer. Et déjà, on a révalorisé les indemnités contributives au logement qui n'étaient réservées qu'à une partie des fonctionnaires. Seulement 70% des fonctionnaires ivoiriens, les 33% autres n'avaient aucune indemnité de contribuer au logement. Les secrétaires fonctionnaires, les chauffeurs, etc. Cette année, nous avons réussi à attribuer cette indemnité à l'ensemble des fonctionnaires, de 260 000 fonctionnaires, ont une indemnité contributive au logement aujourd'hui et ça a été révalorisé pour l'ensemble. On est parti de 40 000, 50 000 à 60 000, 70 000, 90 000 francs CFA. Ça, c'est un grand gain pour nous. Ensuite, nous avons amélioré
les allocations familiales qui étaient bloquées à 2500 francs depuis 1960, à 7500 francs. Et maintenant, c'est passé à 7500. 7500 francs. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais... C'est pas beaucoup, mais quand on sait d'où on vient, ouais, je pense qu'il faut saluer et bien d'autres questions. Plus la prime exceptionnelle dont je parle et la mise en place de structures de discussion qui, pour nous, le syndicaliste, ce qui est important et ce qui reste, ce sont ces structures de discussion. Ok. Alors, Monsieur Zadi, est-ce que le fonctionnaire ivoirien est aujourd'hui, d'un point de vue de la protection sociale, mieux protégé qu'il y a quelques années? Je peux dire que la protection sociale est un thème très vaste. Dans la protection sociale, il y a d'abord le salaire décent. Et de ce point de vue, quand on sait d'où nous venons, nous pensons que les salaires des fonctionnaires se sont améliorés, surtout avec la réinstitution, n'est-ce pas, du déblocage des avancements, qui font que tous les 2 ans, les fonctionnaires ont une amélioration de leur salaire de base. Vous êtes vraiment des privilégiés. Voilà, ils ont un salaire de base. Donc ça, plus les acquis que nous pouvons noter, je pense qu'aujourd'hui, au plan du salaire décent, on peut s'enorgueillir d'avoir mené l'État à faire ce bond-là. La protection sociale, c'est aussi, n'est-ce pas, l'ensemble je dirais, des structures de prise en charge sanitaire. À ce niveau-là, nous sommes un peu restés sur notre faim, parce que la MUGEPSI, qui jouait un rôle un peu plus important, avec l'arrivée de la couverture maladie universelle, qui doit désormais assurer la couverture de base pour l'ensemble des Ivoiriens, elle a impacté un peu, d'abord négativement, la MUGEPSI, qui elle-même se cherche aujourd'hui. C'est-à-dire que la transition n'a pas été bien négociée et le fonctionnaire s'est senti perturbé parce que d'une part, la couverture maladie n'avait pas encore tous les éléments pour commencer, mais elle prenait déjà les ressources. Mais ça, ce n'est pas la faute à la nouvelle direction, à la nouvelle présidence de... Non, ça c'est depuis 2019. Mais je veux dire, la loi même contraignait déjà la MUGEPSI à s'inscrire dans cela. Parce que la MUGEPSI, désormais, est devenue complémentaire obligatoire. Ce n'est donc plus, elle n'assure plus la base. Mais les fonctionnaires ne comprennent pas encore que désormais, leur interlocuteur en matière de santé de base, c'est la couverture maladie universelle. Et continuent de réclamer à la MUGEPSI d'assurer cette base. Et donc, il fallait leur expliquer. Il fallait leur expliquer, mais tant qu'ils ont l'impression que la couverture maladie n'a pas encore totalement pris toute sa place et que les centres de santé, qu'on ne revient pas à l'ancien système, où l'Ivoirien avait pour premier réflexe d'aller dans un centre de santé public, aujourd'hui le réflexe c'est d'aller en clinique. Comprenez? Aujourd'hui le réflexe de l'Ivoirien c'est d'abord la clinique et ensuite, il faut qu'on revienne parce que la couverture maladie ne fonctionne que dans le secteur public. Très bien. Où les gens ne vont plus toujours. Donc, il faut donc les réorienter vers cela. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le fonctionnaire ivoirien est mieux protégé d'un point de vue de la protection sociale qu'avant? En conclusion, je veux dire, au niveau du salaire, il y a une amélioration. Parce que le fonctionnaire ivoirien avait été redescendu de la classe moyenne, pour certaines classes de la classe moyenne vers la classe des pauvres, donc au niveau du premier point de la classe des pauvres. Nous sommes en train de remonter, n'est-ce pas? Donc on peut saluer ça. Mais au niveau de la prise en charge sanitaire, on peut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a une insatisfaction qui se voit dans tout ce que nous notons sur le terrain. Le fonctionnaire ivoirien, sa protection sociale reste donc à consolider en renforçant les moyens de la couverture maladie universelle et en faisant en sorte que les autres leviers, comme la complémentaire et les autres complémentaires, n'est-ce pas, puissent agir fortement. Alors, donc il y a du travail à faire pour que le fonctionnaire ivoirien soit très bien protégé au niveau social. En quoi la complémentaire aussi est aujourd'hui pour vous, fonctionnaire de Côte d'Ivoire, un acquis fondamental? La complémentaire vient donner un deuxième levier aux fonctionnaires ivoiriens, une deuxième possibilité. Je vais dire que déjà, cette complémentaire existait, parce que le fonctionnaire prenait toujours une assurance à la banque ou dans une assurance privée. Aujourd'hui, l'État a demandé à la CGRAE d'agir, de jouer ce rôle. Donc, cette complémentaire-là, elle permet aux fonctionnaires en activité de renforcer, n'est-ce pas, ses moyens de sortie en cotisant de façon volontaire à travers cette complémentaire qui est la retraite par capitalisation, parce que tous ces moyens seront capitalisés et le surplus, bien sûr, l'ensemble et la base sera reversé au fonctionnaire quand il ira à la retraite. Alors, donc, de ce point de vue, c'est une bonne chose que nous saluons et nous pensons
que nous avons engagé l'ensemble de nos camarades à souscrire. Donc pour nous, c'est une bonne chose parce que le plus important, là où le fonctionnaire est faible, c'est quand il va à la retraite. Dans ce moment-là, il n'a plus de moyens de défense et les maladies au long cours s'installent et en général, il fait face à la cherté de la vie. En renforçant ainsi son revenu par ce deuxième palier qui lui permet de financer, je pense que c'est une bonne chose. Alors, je dois juste préciser que l'État, en fait, a fait une prévision de 50 000 fonctionnaires à enrôler par rapport à la complémentaire. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, il y a déjà 40 500 fonctionnaires qui se sont fait enrôler, qui ont été enrôlés. Donc ça, c'est déjà... ça fait 82% quand même. 82% de réalisation, c'est à saluer. Alors, vous vous battez pour les fonctionnaires du service, du secteur public. Oui. Mais il y a quand même que les agents du secteur privé qui appartiennent à votre plateforme, est-ce qu'ils ne se sentiraient quand même pas un peu délaissés? C'est cela. Les plus grands combats sont menés en faveur des fonctionnaires. C'est une impression, mais en réalité, toute organisation naît à partir d'une situation. Et nous sommes nés prioritairement dans le secteur public d'abord. Et depuis 2019, quand nous sommes devenus centrale syndicale par l'arrêté pris par le ministre Abina, nous avons commencé, n'est-ce pas, à faire notre chemin dans le privé. Et donc, nous portons leur combat. Nous portons leur combat. D'ailleurs, sur la question du SMIC, nous avons également donné de la voix pour voir ce SMIC-là s'améliorer, etc., etc. Donc, continuons à travailler pour que, justement, toutes les injustices qui sont faites, parce que dans ce secteur, il y a tellement de challenges, tellement de défis à relever au niveau de la liberté syndicale. D'ailleurs, nous avons des camarades de Grand Moulin d'Abidjan qui ont été renvoyés pour question de grève, ce qui est une violation des libertés. Nous avons également nos camarades qui sont dans le secteur agricole industriel qui se battent pour que le SMAG soit remis au même niveau que le SMIG, parce que le SMAG, c'est le salaire minimum agricole garanti, et qui est aussi autour de 10 à 30 000 francs CFA au maximum. Donc ça, ce sont des combats que nous portons aujourd'hui au niveau de la plateforme. Donc, c'est une impression, parce que justement, nous sommes en mouvement dans le secteur privé, et je pense qu'ils sont conscients que nous nous battons pour eux aussi. Très bien. Alors, parlons de la CMU. Oui. Parlons de la CMU. Est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment que le gouvernement a pratiquement tordu le bras aux fonctionnaires en leur imposant la CMU? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas aussi cela quelque part qui fait que la confiance à avoir en ce nouvel outil de protection sociale n'est pour autant toujours pas de mise? On peut le dire, mais en réalité, ce n'est pas aux fonctionnaires seuls. Parce que une loi a été prise en 2014. Dès qu'une loi est prise, elle s'impose à tout le monde. Mais il fallait commencer quelque part. Donc, là où c'était facile pour eux, c'est justement de commencer par les fonctionnaires dont les ressources sont aux mains de l'État, qui les précompte et qui les paye. Donc, ils ont commencé par là. Est-ce que vous comprenez? Pour la mise en œuvre, pour jouer. Donc, il a fallu d'abord réformer la MUGEPSI, ce qui a perturbé, et ça vous avez raison, n'est-ce pas, notre prise en charge au niveau des fonctionnaires. Parce que un décret a été pris en avril 2017 pour faire de la MUGEPSI une complémentaire obligatoire pour les fonctionnaires, qui a arrimé, n'est-ce pas, à la couverture maladie universelle, et dont les ressources, désormais, une bonne partie des ressources, un peu plus de 50%, vont à la MUGEPSI, vont à la CMU, et comme étant la contribution, la cotisation des fonctionnaires pour leur prise en charge au niveau de la couverture maladie universelle, comme je l'ai dit, qui n'avait pas encore véritablement démarré. Donc cette période a perturbé effectivement la prise en charge et fait que, on peut dire que la couverture maladie a démarré d'une manière qui fait que justement, il y a une réticence, il y a je dirais, un mauvais regard de l'ensemble des fonctionnaires sur cet outil important, cet outil social important qui est devenu incontournable dans les pays modernes, parce que, justement, 80% de nos populations ne sont pas prises en charge. Nous, notre souhait était de commencer par ceux qui n'avaient aucune couverture. Commencer par ceux qui n'avaient aucune couverture, vous comprenez, par les populations faibles. Commencer par eux, faire en sorte que, petit à petit, on remonte vers les structures formelles, mais on a commencé plutôt par les structures formelles. Peut-être que c'était beaucoup plus facile. C'était plus facile et je pense que ça a donné des ressources pour démarrer la chose.
Théodore Zadi Niania, merci et bonne journée. Merci à vous.